Le plaisir de vivre. Exactement, le sourire. Bon, on va accueillir notre invité en attendant d'accueillir Rio qui n'est pas encore là. Eh bien, ça va le faire arriver. On va commencer. C'est l'un des coachs les plus charismatiques, messieurs, du football français de ces 10 dernières années. Personnage atypique. Il a construit sa légende sur le continent africain grâce notamment à 2 coupes d'Afrique des Nations remportées avec la Zambie puis avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Premier sélectionneur à remporter la CAN avec 2 nations différentes et peut-être la passe de 3 en juin prochain. Messieurs, si je vous dis chemise blanche cintrée. Vous m'entendez ? Chemise blanche. Bronzage intégral. Ouais, fais chier quoi. Mèche en arrière. Encore plus, il a le même âge que moi quoi. Fais chier. Merci d'accueillir l'actuel sélectionneur du Maroc, monsieur Hervé Renard. La baisse. La baisse. Alhamdoulilah. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Bienvenue dans le vestiaire. Bon, ils m'ont déjà taillé, déjà. Non, on a fait des compliments. C'est l'introduction. C'est de la jalousie, Je Hervé. pensais que c'était un peu sur le ton de l'humour. On est très déçus de ne pas avoir la chemise blanche. Hein. On pensait que... C'était une obligation, sinon on va y passer un quart d'heure. C'est toi qui crée la légende, après tu l'as subi. Hein. Mais c'était... Maintenant je me dis ça, mais c'était pas volontaire. C'est un... Non, ça a été une superstition, comme on en a parfois dans nos têtes, un petit peu dérangées, là. Et puis c'est parti, et après je l'ai plus quitté. Donc c'est vrai que je suis victime de ce que j'ai créé, mais c'était pas voulu, sincèrement. Je fais pareil avec les cheveux, moi. Sinon, on peut parler aussi du t-shirt de Mais Francky. non, en fait, c'est une spéciale dédicace pour toi et pour Hervé. Je me suis dit que j'allais retrouver face à 2 mecs qui vivent que sur leur coupe de cheveux, quand même. Vous vivez que sur votre coupe de cheveux, il y a vous et vous deux et Francis de haine envers les chevelus. Mais j'ai trouvé que j'avais pas besoin, quoi. Il faut assumer. Avec ce corps magnifique. de rêve. Alors, j'en ai un avec le slip, il y a marqué aussi pas besoin de cheveux, mais je dis pas pourquoi. Non, ça va aller. Coach, c'est un cadeau. On a une petite... parfois, on fait des mauvais cadeaux. Coach, on a une petite tradition dans cette émission, c'est l'anecdote de vestiaire. Est-ce que vous en avez une pour nous, pour commencer ? Oui, j'en ai une, la plus marquante. Je sais pas si on vous en a pas parlé sur le plateau de cette émission. C'était à la mi-temps d'un match Sierra Leone-Côte d'Ivoire à Abidjan. Puis un partout à la mi-temps. On est... proche du laxisme, on va dire, sur le terrain, en respectant pas trop l'adversaire. Donc un partout à la mi-temps et je rentre et je pète un câble, je mets un coup de pied dans la chaise elle se casse, le pied de la chaise va sur un joueur, bon, on dira pas lequel, et puis voilà. Et puis, bon, je continue et bon, bien sûr, les joueurs se remobilisent entre eux. C'est pas le discours qui a fait ça, mais simplement, j'ai perdu un peu le contrôle et on a gagné 5-1 à la fin du match, quoi. Et le joueur, il va bien ou il a pris la barre? Non, il va bien, mais parfois, ouais, on réagit comme ça. Ça vous est peut-être arrivé. Il y en a un qui a eu la même chose que toi. Ouais, bon. Cheikh Doucouré qui nous racontait cette petite anecdote. Effectivement, coaching payant finalement, ça a marché parce que vous avez remporté J'ai bien précisé parce que je le fais toujours. Il faut pas penser que c'est parce qu'on a fait ça que ça s'est bien fini. C'est les joueurs qui se remobilisent à la mi-temps et ça fait partie de l'ensemble, mais c'est pas seulement la cause. Disons que le message avait été reçu 5 sur 5 ce jour-là, coach. On a l'un de vos anciens joueurs qui est arrivé, enfin, monsieur Rio Mavouba, on va l'accueillir, messieurs. Bonsoir Rio. On a un peu en avance. Hein. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Rio, t'es né où, toi? En Afrique, non? Entre les deux. Ah ouais, c'est pour ça, J'ai jamais... Alors... C'était que les Antillais qui étaient en retard. Non, pas que les Antillais, non. T'as pas eu le temps de t'habiller non plus. Oh, vous êtes jaloux, ça y est, Non, vraiment, t-shirt, j'aimerais qu'on parle de son blouson, quand même. Bah, attends. Mais la seule différence, c'est que sur lui... ça ressort bien. Sur nous, ça donnerait rien. Ah non, je confirme. Parce que c'est souvent ça. Il a de la chance, ça lui va bien. Mais c'est quand tu fais partie du showbiz lillois, tu sais. Les Parisiens. Ça marche bien. Les Parisiens. Bonsoir Rio. Bonsoir. Coach, quand on jette un coup d'œil à votre parcours, on voit que vous avez pendant longtemps côtoyé le monde amateur. On y reviendra, bien sûr, au cours de cette émission. À Draguignan, notamment à Cherbourg aussi. Tout n'a pas été simple pour vous au début. Ce sont des étapes de votre vie qui ont forgé aussi votre personnalité? C'est pas que ça n'a pas été simple, c'est que
J'ai un parcours de quelqu'un qui n'a pas fait une carrière professionnelle comme il l'aurait espéré, à juste titre d'ailleurs, parce que j'étais un joueur avec plein de volonté, mais qui avait pas assez de qualité. J'ai été dans un groupe de Ligue 1, j'ai fait un match de coupe et un match de Division 1 à l'époque, c'était contre le Matra Racing. Voilà, après j'ai eu ce qui était logique que j'obtienne. J'ai joué dans des divisions inférieures, j'ai voulu rester sur la Côte d'Azur, donc je suis resté à Valoris, on était en national, j'étais bien, j'avais pas trop envie d'en partir. Et puis à 29 ans, 30 ans, j'ai commencé à entraîner en CFA2 à Draguignan, mais mon parcours en tant que joueur ne pouvait pas me laisser espérer autre chose. Si, t'as quand même joué contre Manu Petit. Ouais, mais il s'en rappelle pas. Il y a que moi qui s'en rappelle. Ah oui? C'était quand? C'était contre Monaco en 3e division. Contre Draguignan? Non, contre Cannes. Contre Cannes, il joue à Cannes. Ah ouais. Moi, nous, on a peut-être joué contre, parce que nous sommes de la même année, je suis en début d'année, tu es de fin d'année. On a peut-être, quand je jouais à Toulon, joué contre, mais je sais que je me rappelle avoir joué une fois mais contre que vous vous en rappeliez pas, c'est normal, hein, mais moi je m'en rappelle. Parce que le parcours, c'est pas le même. Donc voilà, ça explique le parcours d'un entraîneur, et aujourd'hui, ça montre aussi qu'on peut être un champion du monde, on peut, et puis devenir un très grand entraîneur. Et puis venir du monde amateur où on se forme sur le tas, où les obstacles sont un peu plus difficiles. Et on peut arriver à quelque chose de, on va dire, de pas trop mal. De plutôt pas mal. Non, je suis fier, mais ça plaît pas toujours à tout le monde, parce que il y en a qui... Ah, les clichés. Qui pensent que c'est pas suffisant, mais moi je suis très fier. Déjà, je suis arrivé sur le continent africain pour en parler... un concours de circonstances. J'avais été adjoint de Claude Leroy en 2002, mais en Chine. Mais avec son parcours africain, bien sûr, un jour, je suis entraîneur de Cherbourg en national, et il me dit j'aimerais bien que tu viennes avec moi pour être entraîneur adjoint de l'équipe du Ghana, les Black Stars, pour la Coupe d'Afrique 2008. Ça se passait au Ghana, donc le pays organisateur. À cette époque, c'était Michael Essien, George Mensah, Souley Muntari, bon, une belle équipe. Moi, sincèrement, j'ai pas honte de vous le dire, moi je vous regarde avec des yeux... Non, mais c'est parce que ça a bercé 98, j'étais devant mon poste de télévision, mais je le dis souvent aux anciens joueurs. Vous, parfois, vous avez des rivalités entre vous, mais moi j'ai aucun problème de ce côté-là. Donc je suis reconnaissant, et je me rappelle des souvenirs que j'ai de vos carrières respectives, et donc pour moi c'est un pur bonheur. Et après, donc j'ai commencé en Afrique grâce à ça, grâce à Claude qui me rappelle, et là j'arrive en Afrique, et j'y suis resté. C'était pas planifié, c'était certainement écrit quelque part. T'es tombé amoureux du continent, non? Oui, je suis tombé amoureux. Déjà, j'arrive, pays organisateur. Alors là, il y a on va se préparer à Djebel Ali, juste à côté de Dubaï. On revient sur le tarmac, 3-4 000 spectateurs pour nous accueillir. Bon, moi, j'avais jamais vu ça. Une anecdote aussi, avant qu'on descende, ils ont tous mis leurs lunettes de soleil. Moi, j'arrivais de Cherbourg, donc... Et là, j'ai senti, et puis pendant la compétition, au niveau de la population, quand on se déplaçait en bus pour aller au stade, c'était quelque chose de magnifique. Donc j'ai découvert ça, parce que je connaissais pas. Quand on parcourt Draguignan, qu'on va jouer à Toulon, ou un match de 3e division, Cannes-Monaco, ils sont 50 dans la tribune. Est-ce qu'Hervé, le fait d'avoir parcouru, d'avoir ce parcours un peu amateur, t'a permis d'avoir une certaine acceptance, une acceptation plutôt de ce qui se passe à l'Afrique, que peut-être un entraîneur de Ligue 1 n'accepterait pas, parce que il y a moins d'organisation, c'est moins bien structuré, on va dire. Est-ce que toi, le fait d'avoir connu ce monde amateur t'a permis d'accepter beaucoup plus de choses qu'un entraîneur normal? Oui, ça m'a permis d'accepter des choses, mais il y a des vérités sur ce qu'on dit, mais on peut aussi changer les choses. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'entraîneur qui fixe sa ligne de conduite, et c'est pas l'inverse. Donc celui qui arrive avec du laxisme, il en aura encore plus. Celui qui arrive avec de la rigueur, sincèrement, j'ai toujours été suivi, et je pense qu'ils sont même demandeurs. Maintenant, parfois, le plus gros fléau, c'est les fédérations elles-mêmes. Parce que les joueurs arrivent, on leur met un tapis rouge
parce que c'est des stars et ils veulent faire ami avec les joueurs. Un entraîneur, il peut pas être dans cette relation. Non plus. Voilà, il a un groupe à gérer, même si le joueur arrive de Liverpool, bah oui, mais il faut que tu sois bon là. C'est le message, parce que si tu es bon dans ton club, c'est bien, ça représente le pays, mais quand tu es en sélection, il faut que tu sois efficace aussi. Et il y a des joueurs qui le sont un petit peu moins, parce qu'ils pensent que bah, ils ont pas autant à en faire, parce qu'ils sont adulés, quelque chose, et parfois ça pose problème. On va y revenir, Hervé, à cette belle histoire d'amour qui vous unit avec l'Afrique. Avant ça, retour à l'actualité, justement, avec cette CAN qui aura finalement lieu non plus au Cameroun, mais en Égypte, du 21 juin au 19 juillet prochain. Et on connaît désormais les poules, les Lions de l'Atlas, dans le groupe D, avec la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Namibie. C'est un peu le groupe de la mort dans ce début de CAN. Ça va être difficile. Hervé, comment est-ce que vous avez appréhendé cette phase de groupe? Non, ça va pas être plus difficile que les autres. Hein. Alors, je vais le dire un peu par fierté, ça sera ma 7e Coupe d'Afrique des Nations consécutive. Une en tant qu'adjoint, et ça sera la 6e normalement. Oui. Quand on est entraîneur, 2 mois, on sait pas, sait pas ce qui peut se passer. Ouais. C'est trêve de plaisanterie. J'ai toujours eu des groupes difficiles, même au premier tour. Donc, celui-là, il n'est pas plus facile ni plus difficile qu'un autre. Simplement, la Côte d'Ivoire, on connaît. On les a affrontés à la CAN 2017. On les a battus. On les a éliminés, on s'est qualifié pour les quarts de finale, et puis la qualification pour le mondial, on est parti gagner à Abidjan pour le dernier match. Donc ça sera la 3e confrontation depuis que je suis arrivé en tant que sélectionneur du Maroc. Un petit pincement au cœur à chaque fois de battre la Côte d'Ivoire. Si, parce qu'en face j'ai des joueurs que j'apprécie énormément. Et moi qui suis, j'ai pas peur de le dire, un peu affectif vis-à-vis des joueurs. J'aime bien cette relation qu'on n'a peut-être pas eue. Peut-être de ma faute, peut-être de la faute de beaucoup de choses, mais quand je pars sur un goût d'inachevé comme ça, que j'ai pas découvert les personnes... On n'a pas eu le temps, forcément. Le vrai fond des personnes, ça m'ennuie, quoi. Parce que... Hervé Rio, je suis obligé de revenir là, c'est ce que vous venez de dire. On va vous laisser, Franck, on y va. Relation que vous n'avez peut-être pas eue tous les deux, ça veut dire quoi? Je pense qu'on n'a pas eu forcément le temps de... Ça a été trop court. Ouais, de bien. C'était combien de temps? 3 mois. 3 mois, ouais. 13 matchs. Ouais. 13 points. Ouais. On peut le dire, c'est à cause de Rio, c'était parti. Non, mais... Non, c'est le principal responsable, c'est moi. Et après, il y a plein de choses, mais on n'est pas là pour... C'est un regret Oui, c'est un énorme regret. Déjà, je pense que j'ai fait une mauvaise analyse de la situation dans laquelle j'arrive. Vous arrivez, on perd pas mal de joueurs d'expérience et on recrute beaucoup de jeunes. Mais on est franc avec moi. Ah oui, c'est ce qui vous... Puisqu'on me dit il y a moins 50 millions d'euros de déficit. Ah ouais. Et on va vendre pour combler. Voilà. Donc, il va falloir recruter des jeunes pour pouvoir les revendre plus tard. Donc c'est ce qu'on fait. Simplement, quand je pars, 1 mois et demi après, vous recrutez, ou Lille recrute 3 joueurs, plus ou moins confirmés, Ronny Lopez, Eder, l'attaquant, et Amalfitano. Donc, c'est plus le même projet. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on... T'as banané, quoi. Voilà. Lille change vite de projet. Hein. Entre ce qui s'est passé l'année dernière et cette année, c'est un gros changement de projet, quand même. C'est ce que je disais hier soir. C'est magnifique, le football. Et félicitations à Christophe Galtier pour ce qu'il réalise. Ouais. Mais il y a 1 an, les mêmes supporters avec qui je voyais les joueurs danser hier, ils étaient juste à l'entrée du vestiaire. Ils voulaient tous rentrer pour responsabiliser les joueurs. Et puis 1 an après, c'est l'euphorie totale. Donc c'est le football. Mais c'est aussi, et souvent, vous le savez, c'est cette cause, c'est le recrutement qui est le plus important. Dans une saison, et cette année, le recrutement a été superbe à Lille. Après, il y a le travail du coach, de son staff, et puis c'est parti sur de bons rails. Et aujourd'hui, c'est même à un niveau très très élevé. Oui. Hervé, on va rester en Ligue 1, justement. Il y a eu ces passages un peu mitigé sur des bancs de clubs de Ligue 1, Sochaux en 2013 et le LOSC dont vous parliez il y a quelques instants. Vous avez l'impression qu'il y a eu un certain aussi vis-à-vis de vous des amours en France. On ne vous a peut-être jamais vraiment laissé le temps de travailler avec une équipe, avec un groupe. On a tout de suite été très impatient dans l'attente et finalement on vous a poussé vers la sortie avant même que vous ayez eu le temps. Vous parlez de qui, Sarah? De vous, d'Hervé.
Non, oui, bien sûr, j'ai bien compris, mais qui ne l'aimait pas? Un désamour de qui? Des clubs peut-être français, des présidents, des gens qui Non, nous ont peut-être pas laissé travailler? Non, à Sochaux, on m'a laissé travailler. J'arrive après 8 journées à Sochaux, le club a 8 points. Et je fais 30 journées, on finit à 42 points, on descend à 42 points. Avec un groupe faible, faut le dire aussi. Un groupe faible jusqu'en décembre. Ensuite, on recrute 5 joueurs, dont 2 Zambiens dont personne ici peut me donner les noms, ou que Rio parce qu'il a joué avec un. Sinon, les autres, voilà. Et on recrute 3 joueurs. Je prends Pelé, le gardien, qui n'a pas joué depuis 3 ans et demi à cause d'un problème médical. Je le fais jouer de suite titulaire quand il joue. Et puis, on fait 5e dans la phase retour pour arriver à ce dernier match contre Evian qu'on négocie pas bien à la maison, que je négocie pas bien certainement. Et à cause de ce match, on descend. Mais on fait 5e et je sais pas si vous vous rappelez, peut-être pas, mais on était vraiment... sauf qu'on a manqué cette finale. J'ai fait des finales dans ma carrière, je les ai gagnées. Celle-ci, je l'ai perdue. Et puis après, à Lille, je fais pas le bon choix stratégique. C'est pas l'endroit où je dois aller, mais ma soif de Ligue 1 et peut-être l'attraction de Lille, c'est-à-dire le Lille de Rio Mavuba, Rudy Garcia, Tula, le club, le centre d'entraînement, les installations, les infrastructures, me disent c'est un club pour moi, quoi. Mais j'arrive pas au bon moment et j'en suis persuadé. Voilà. Après, il se passe d'autres choses, peut-être, mais ça sert à rien d'en reparler pendant des années. C'est fait, et ça me servira de leçon. Moi, avec du recul, je me demandais parfois, est-ce que vous n'avez pas été impatient peut-être? Parce qu'on a eu du mal à démarrer la saison. Ouais. Et je me disais peut-être que ça vous peut-être une frustration de faire ces matchs nuls. On avait enchaîné je sais pas combien de matchs nuls, on n'arrivait pas à marquer. On a fait 7 matchs nuls sur 13 matchs. Ouais. On en a gagné 2. On a perdu le premier match contre le Paris Saint-Germain 1-0. Tu te rappelles? Ouais. Où on avait été plutôt... Mais bon, c'est perdu. Et puis, c'est le dernier match, c'est Bastia. Ouais. Et on fait match nul à la maison. Et dans une conférence de presse, à la fin, on me pose la question. D'ailleurs, tout le monde a dit, mais il est stupide, celui-là, il s'est suicidé tout seul. Donc je vais revenir là-dessus, comme ça on va en parler, ça fait partie d'un vestiaire. On me pose la question, est-ce que vous avez la solution? Et moi je dis non, j'ai pas la solution. Mais je veux dire, j'ai pas la solution avec le groupe que j'ai là aujourd'hui. C'est-à-dire que les attaquants n'étaient pas des attaquants qui pouvaient s'imposer de suite en Ligue 1. C'est pas parce qu'ils n'avaient pas de qualité, mais Guirassy avait 19 ans, Baptiste Guillaume il avait 20 ans, Talot il est venu pour faire un joueur d'appoint parce qu'on n'a pas pu recruter autre chose. Mais il nous fallait un attaquant. Et juste une anecdote, parce que personne ne la sait, j'envoie la cellule de recrutement voir Moussa Dembélé, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, à Fulham. À ce moment-là, il vaut 2 millions d'euros. Et on ne le prend pas. Petite erreur. Et alors qu'il rentrait dans le programme qu'on m'avait donné, jeune, perfectible. Et on me suit sur Mike Maignan, parce que Mike Maignan a acheté 1 million d'euros au PSG. C'est moi qui demande à l'acheter. Mais voilà, c'est comme ça. Bon, partira au Celtic Glasgow. C'est juste pour m'expliquer un peu, parce qu'il y a souvent eu des sons de cloche d'un côté. Moi, j'ai jamais parlé. J'accuse personne. Je vais pas mettre quelqu'un sur la table publique régler mes comptes. Je règle pas mes comptes. Je dis la vérité simplement. Mais est-ce que tu penses pardon. C'est vrai qu'avec du recul, cette réflexion, cette phrase que vous avez dit en conférence de presse, je pense que celle-là, elle a été mal. Non, mais elle a été très mal interprétée. Ouais. Mais moi, le contexte. J'arrive de Côte d'Ivoire. J'arrive en France, financièrement, c'est pas la même chose. Mais ça, personne m'a mis un revolver sur la tempe pour accepter. Je baisse mon salaire de 50% pour venir réussir en Ligue 1. Ah oui? Ah oui. Et je suis champion d'Afrique. Je peux rester en Côte d'Ivoire pendant 2-3 ans de plus. Simplement, je me dis, Lille, c'est un super club, Lille. Voilà. Ouais, et j'arrive pas dans le bon contexte. Et après, je sais peut-être pas relever le défi dès le départ. Mais on n'était pas catastrophique dans le jeu. On a fait 7 matchs nuls. On fait match nul à Lyon et à Monaco. On fait 2-0-0. On a des occasions pour gagner, on marque pas. On marque jamais. C'est quelque chose en 13 matchs. Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais refaire un jour et réessayer une aventure en Ligue 1? Bien sûr, mais ceux qui connaissent ma personnalité, moi je mets jamais un genou à terre. Hein.
Qu'est-ce que vous répondez, Hervé, à ceux qui disent que vous n'êtes peut-être pas fait pour un club? Non, ils ont tort. J'ai entraîné que des clubs avant d'arriver en sélection du Ghana. J'ai entraîné des clubs amateurs. À Sochaux, vous pouvez aller demander à Sochaux. Je pense que les gens ont un superbe souvenir de ce qu'on a fait. Mais ça s'est mal terminé la dernière journée. Alors voilà, mais c'est normal qu'on prenne ces arguments. De toute façon, les faits sont là. Mais c'est des faits qui n'ont pas d'explication, pas d'argument. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été, d'être toujours depuis longtemps sélectionneur de différentes nations, c'est pas le même job que lorsque tu es entraîneur à plein temps au quotidien dans un club? Est-ce que tu penses que ça peut venir tu penses que ça peut venir là le problème ou non, je la pense que le perception problème pour les il autres de reste. toi, surtout en France. Je pense que les gens, malgré à Sochaux, étaient restés sur une bonne impression. Ouais. Et à Lille, ça a tellement été court qu'ils restent sur une mauvaise impression. Mais vous savez, je vais vous prendre un seul exemple, parce que bien sûr j'ai cherché, mais Claudio Ranieri, avant d'aller à Leicester et d'être champion d'Angleterre, il est en Grèce. Il reste pas longtemps. Hein. Et il reste pas longtemps. Mais personne n'en parle. Mais c'est normal. Il a une carrière, la Roma, tout ça, c'est normal. Donc, mais des entraîneurs, il y en a plein qui ont des échecs. Ah, mais Thierry Loret, il est descendu avec Ajaccio. Aujourd'hui, il fait un travail fabuleux. Il vient de gagner la Coupe de la Ligue. Ranieri, qui avant Leicester, a beaucoup d'échecs. Voilà. Même s'il fait des grands clubs, parce qu'il a Chelsea, il gagne rien. Hein. Mais il reprend Monaco en Ligue 2, il monte, ils finissent deuxième du championnat. Je sais pas comment on appelle ça, des accessites. Vas-y, prends ce club, il prend ce club, alors qu'il gagne, je crois, une Coupe d'Italie avec la Fiorentina, et avant le titre de Leicester. Mais il y a 15 ans entre où il a plein de clubs. Peut-être que le problème se situe aussi ailleurs en France. T'as pas le sentiment qu'on est plus disposé à aller chercher des entraîneurs étrangers que plutôt français? Ouais, ça c'est plus vrai aujourd'hui. Moi, je suis parti en 2015 aujourd'hui parce que c'est une mode. C'est une mode, Là, c'est pareil, on accepte des choses avec les étrangers. Le rugby se pose la question aujourd'hui aussi. Donc. Bah, quand tu vois Christophe Galtier, le travail qu'il fait à Lille, tu te dis qu'il faudrait peut-être réviser un petit peu les trucs parce que... Non, mais c'est pas réviser les choses. Moi, je pense que le problème n'est pas là. Je pense qu'il faut... Il y a des entraîneurs français qui ont beaucoup de qualité. Vous prenez un Pélissier qui est à Amiens, il n'a pas beaucoup de moyens. Il fait un recrutement avec les moyens qu'on lui donne et il va réussir à sauver Amiens pour la deuxième année. Celui d'Angers. Stéphane Moulin. Stéphane Moulin, c'est depuis plusieurs saisons. Mais on n'en parle pas parce que peut-être que son image n'est pas comme ça, mais il fait un travail remarquable. Tout à fait. Thierry Loret, vous voyez à Strasbourg. Strasbourg est en train de renaître. Tu connais bien ce club. Tu dois être fier de ce qui se fait aujourd'hui parce que c'est un club emblématique en France. Magnifique. Voilà. Et donc, il y a des Jean-Louis Gasset à Saint-Étienne, c'est bien. Tu as raison. Après, on va... Même Blackard à Nîmes aussi. Montpellier. Mais bien sûr, Blackard à Nîmes, mais même moi, Bruno Genesio, moi je défends Bruno Genesio. En fait, il y en a beaucoup Genesio. d'entraîneurs français. Là. Mais c'est vrai, mais... Parce que Bruno Genesio, si un étranger va gagner à Manchester City cette année en Champions League, on en fait... mais lui, il n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Et aujourd'hui... on l'a mis dans une situation où ils se sont mis dans une situation où, médiatiquement, en termes d'image, pour lui, c'est catastrophique. Catastrophique. C'est honteux ce qui lui est Voilà. arrivé. Mais moi, c'est une aberrance, quoi. Ouais, moi aussi. Parce que, oui, ils ont été irréguliers, mais ils ont lâché prise depuis 3 semaines, hein, parce que, bah voilà. Vous me tendez la perche, coach. Je suis désolé, vous parlez de Bruno Genesio. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rumeurs aussi ces derniers temps, autour notamment de l'Olympique Lyonnais, qui vous aurait approché, vous, pour remplacer justement Genesio. Bah, il y a eu une rumeur comme quoi j'avais rencontré Gérard Rouillet à Marrakech. Alors déjà, j'ai été en stage avec ma sélection et Gérard Rouillet, je ne l'ai jamais rencontré. Donc j'ai simplement communiqué en disant la vérité. Moi, j'ai toujours un peu de mal à faire la langue de Blois ou... Mais alors, admettons que Lyon en plus. Lyon arrive, oui déjà, ouais. Lyon arrive, te propose un contrat. T'es sous contrat là, avec la fédération marocaine. Ouais, puis j'ai une Coupe d'Afrique à préparer. Voilà, c'est ça. Ça voudrait dire ne pas faire la Coupe d'Afrique et aller à Lyon. Moi, je me concentre sur la Coupe d'Afrique. Je suis salarié de la Fédération royale marocaine de football. Donc c'est impossible que j'y suis bien. Après, ça vient pas de moi, donc je sais pas d'où ça peut venir. Si la Fédération marocaine te libère et dit tu peux y aller. Pour l'instant, je prépare ma Coupe d'Afrique. Il doit y avoir une clause là-dedans.
On a essayé, mais ça On aura tenté. Alors, on parle des différences justement entre le métier d'entraîneur de club et celui de sélectionneur. Il faut dire, coach, que c'est difficile aussi d'instaurer une vraie philosophie en sélection avec des joueurs qu'on voit finalement peu, avec qui on n'a pas beaucoup de temps pour travailler, non? Non, même avec une sélection, on a une philosophie de jeu. Alors on laquelle? Pas, on dit allez, on prend un ballon et on prend les 11 meilleurs. Déjà, c'est pas toujours les 11 meilleurs qui jouent dans une sélection. On l'a vu avec Didier Deschamps, enfin quand même. Parce qu'on fait un groupe. On l'a vu avec vous. On l'a vu avec nous, hein. Bah, nous, oui. Voilà. Vous, il parlait de vous. Oui, nous, Pourquoi vous regardez Franck? comme il y avait la télévision. Non, je parlais pas d'eux, je parlais de leur groupe. Ah, leur groupe. Non, mais quand toi tu arrives pour une sélection, quel va être ton premier travail au niveau de l'équipe? Qu'est-ce que tu vas chercher à faire? Bah déjà, il faut que je sélectionne les joueurs avec un profil qui puisse répondre à mes attentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait un pressing très haut en essayant d'étouffer l'adversaire, techniquement de garder le ballon, enfin de ce qui se fait dans le football moderne. Voilà, donc si je prends des joueurs qui rentrent pas dans ce cadre de jeu, ça va être difficile. Donc peut-être que certains qui étaient avant ne vont pas rentrer dans le cadre de jeu que je vais proposer. Et est-ce qu'il n'y a pas des pressions qui te sont faites si jamais tu prends pas, par exemple, je sais pas, la plus grande star, je pense marocaine, qui était là avant toi et tu le prends pas, est-ce que tu vas sentir certaines pressions? Une pression médiatique, comme elle peut être en France. Voilà. Les journaux, oui. Mais pas, j'ai jamais eu de pression. Même pas le public. Mais après, je pense que le public peut réagir, ouais, mais C'était les résultats. après, c'est les résultats et puis c'est sa personnalité. On sait si on peut jouer avec toi ou pas trop. Tu as certainement dû suivre la Coupe du Monde en Russie. Bien sûr. Tu as suivi, je pense, également la sélection marocaine. Moi, j'étais déçu des prestations du Maroc dans la poule, parce que je m'attendais à voir davantage justement de jeu offensif, mais même un petit peu de folie, de créativité un petit peu à l'africaine. Tu sais qu'il a bien suivi ce qui était sur le banc quand même. Hein. Non, mais moi, j'ai vraiment été déçu, notamment, je crois, le premier match, c'était contre l'Iran, je crois. Ouais, contre l'Iran. Ils ont fait match nul. Manu, c'était le Il sélectionneur. a fait le match, c'était le sélectionneur. sélectionneur. Un nul face à la Roja. Oui, non, je sais. Mais moi, justement, j'ai été déçu, moi, des prestations du Maroc, parce que je les avais vus jouer sur l'année précédente, et ils m'avaient emballé dans pas mal de matchs. On en attendait peut-être plus. Alors, c'était quoi? C'était dû à la pression? C'était quoi? Parce qu'il y a des joueurs qui étaient méconnaissables, des fois, sur le terrain. Ça n'a pas été du tout le ressenti du public marocain, parce qu'ils étaient satisfaits des prestations qu'on a données. Maintenant, si tu as regardé que le match de l'Iran, on a eu 65% de possession de balles. Tu prends le but à la fin, c'est ça? Et on prend un but, on se met un but sur un coup-de-pied arrêté, on dévie un ballon un peu comme Meunier hier, et on perd 1-0 sur ce coup, et l'Iran a passé le plus clair de son temps dans sa moitié de terrain. Simplement, on n'a pas trouvé la faille. Et puis après, quand on regarde le match du Portugal, c'est un peu tiré par les cheveux. Je pense qu'on les a quand même bien déstabilisés, mais pareil, on n'a pas été efficace. Et quand on n'est pas efficace en football, dans les deux surfaces, on pêche. Et puis contre l'Espagne, on ne va pas revenir sur le coup. Ce qui nous est arrivé, parce que... Moi, j'ai trouvé qu'en fait... L'arbitrage. Moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, parce que j'ai trouvé le Maroc à un niveau intéressant. Par contre, j'ai regretté beaucoup d'individualisme dans le jeu. Notamment, peut-être on en parlera, de ce magnifique attaquant d'Ajax, Ziyech. Hakim Ziyech. Que j'ai trouvé très, très perso. En phase terminale, si tu veux, sur dans les 30 derniers dans les 30 derniers mètres, je les ai tous trouvés très perso, alors qu'il y avait d'autres choses à faire. On va, je suis désolée, je vous coupe, on va reparler du jeu d'Hakim Ziyech, puisqu'on va demander à Hervé de nous décrypter un peu son jeu. Avant ça, on va revenir sur ce match face à l'Espagne. Hervé, comment est-ce que vous l'avez vécu, ce de partout un peu compliqué? Compliqué parce qu'on a bien maîtrisé le jeu, on connaît l'Espagne, on sait quand on affronte par exemple le Barça ou l'Espagne, il faut bien se regrouper, fermer bien l'axe. Et puis lorsqu'on récupère le ballon, éviter de faire trop de passes latérales, mais plutôt aller dans la verticalité le plus rapidement possible. Et c'est ce qu'on a bien fait jusqu'à cette 93e minute où on mène 2-1. Où on a un corner contre nous, l'arbitre désigne le côté sur lequel doit se dérouler le corner, et le corner est tiré de l'autre côté.
Ouais. Et ils égalisent sur ce fait de jeu qui normalement est une règle de football qui est pas valable. Mais nous, le VAR, il marchait pas, il était en panne. Et donc, dans 30 ans, on dira, non, le Maroc a fait match nul contre l'Espagne avec De Gea, Sergio Ramos, Alba. Enfin, c'était la grosse équipe. Donc, voilà. Mais ça fait partie aussi du jeu, malheureusement. Si on avait été capable, ce premier match contre l'Iran, d'être peut-être plus performant offensivement, eh ben peut-être qu'on aurait été vu d'un autre œil, alors que là, on était éliminé sur le troisième match, et peut-être que les arbitres ont pensé que, bon, de toute façon, c'est pas important, mais pour nous, c'était important quand même. Oui, bien sûr. Votre groupe est déjà constitué, coach, pour la CAN, ou vous laissez la porte ouverte à une ou deux surprises de dernière minute? Je pense pas qu'il y ait un sélectionneur qui puisse vous dire 2 mois avant une compétition exactement son groupe de 23 pour la compétition. Il y a 18, 19 joueurs, allez, on va peut-être dire 20 qui sont dans l'esprit de chaque sélectionneur assurés d'y être, sauf blessure. Et puis après, il peut y avoir l'état de forme sur les fins de championnat. Voilà, on espère qu'on n'aura pas de joueurs blessés. Il y a Hakimi qui s'est blessé avec Dortmund. Achraf Hakimi, on espère qu'il va revenir le plus rapidement possible. Vous allez nous détailler cet effectif, coach? Je vais vous demander de vous lever, on va regarder un petit peu avec plaisir. L'effectif marocain. Première question, avant de partir sur les joueurs en particulier, quand on se pose et qu'on voit votre équipe, quelle langue est-ce que vous parlez, vous, dans le vestiaire? Parce entre francophones, néerlandais, marocains, c'est une vraie gymnastique. La gymnastique, on l'a simplifiée. Toutes les causeries, dans leur intégralité, sont faites en français et en anglais, c'est-à-dire, mais en simultané. C'est-à-dire, quand je parle, je dis à Mehdi Benatia, essayons de trouver la verticalité. Immédiatement derrière, je traduis Mehdi, try to play forward immediately. Voilà, et en simultané. Pourquoi qui parle pas Alors, français? tous les anglophones, c'est Idrissi, Amrabat, Hakim Ziyech. Ziyech, El Hamadi, Boussoufa, mais qui parlent les deux. Mazraoui. Mazraoui. Ziyech parle anglais, néerlandais et arabe. Ouais, mais moi je parle pas arabe assez bien. Chouïa. Donc voilà, français, anglais, très très vite. Et bon, ça se passe bien. Bon, j'ai fait 4 ans en Zambie, pays anglophone, le Ghana, pays anglophone. J'ai pas trop de soucis avec ça. Donc c'est quelque part... on est bien parti comme ça fonctionne, donc il n'y a pas de souci. Belle équipe. Hein. Il y a des bons petits joueurs. Wow. Ouais, dans les 2 gardiens de but, notamment Bounou au milieu, la gardien de Gérone en Espagne, qui est vraiment un avenir assez... Il appartenait à l'Atlético de Madrid. Mounir qui joue à Malaga. Stagnauti qui est un local. Abdelhamid de Reims. Bon, Dacosta qui est parti après Bachekshir qui est parti, mais juste maintenant... en Arabie Saoudite, Saïs, Wolverhampton, Benatia, qui vient d'immigrer ailleurs, Hakimi. Alors on va s'arrêter un petit peu sur Benatia justement. Qu'est-ce que vous Mehdi, c'est mon capitaine, c'est le leader. Il est où là? Il est parti au Qatar. Il était à la Juve. C'est pour le football. Hein. Juste depuis 2 mois. Et voilà. Il joue où? Tu connais le club? El Doual. Al Doual, qui a remplacé La Rouya. Ah d'accord. Okay, c'est le nouveau nom. C'est un nouveau club, ouais. La Rouya. Ouais. Après Bourabia qui joue en Italie, à Sassuolo, Boussoufa qui est un joueur superbe qui est passé par Anderlecht, Chelsea, Aïd Benasser à Saint-Étienne, El Hamadi qui jouait à Feyenoord, qui est lui aussi parti dans le golf il y a quelques mois, Younes Belanda, Farge. Et puis offensivement, quand les gens regardent ça, Sofiane Bouffal à gauche. Nordin Amrabat, c'est la concurrence, Harid Ziyech. Comment tu gères un Bouffal? Parce que c'est une qualité extraordinaire. On est d'accord que le mec, il a tout dans les pieds. Il faut demander à Rio comment il faut le gérer. Oui, c'est vrai. non mais bon, quand il est jeune, ça va que t'es joueur, tu passes derrière, tu mets une petite claque. C'est même pas sûr que ça marche. C'était compliqué. Mais par contre, il a un talent fou. Ah oui, ça c'est indéniable. Il a évolué, non, mentalement? Il a évolué, il a encore quelques progrès à faire, mais il est dans une bonne phase d'évolution. Il a joué au Celta Vigo, en Espagne.
peut-être un football qui lui convient bien, un mode de vie super. J'espère qu'il va continuer à progresser parce que c'est un joueur pétri de talent. Ouais. Et notre ex-Nantais qui était à Schalke et qui fait Harit, et c'est aussi, c'est quand même un football, mais ça pue le football, ce joueur-là. Mais on a l'impression, comment il réagit, parce qu'il joue plus ou il joue pas. Paradoxalement, il réagit tout le temps bien. Ah. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'être encadré. Ah, d'accord. Enfin, moi, je le décris comme ça. C'est quelqu'un qui a besoin de soutien. Quels sont les leaders de ton équipe là? Benatia, Dacosta. Belanda, non? Belanda sur le terrain, mais quelqu'un avec de la personnalité. Un de vos soldats, Younes Belanda. Belanda, ouais, mais faut pas le chatouiller, hein, Younes. Ah bon? Pourquoi? Il est assez impulsif, parfois il faut il a le l'air tellement gentil. Mais c'est un... Younes? Ouais. Ah, on s'est frité 3 fois sur le terrain. Ouais, il a du caractère, beaucoup de caractère sur le terrain. Il aurait plutôt tendance. Il a l'air tellement gentil pourtant. Mais en dehors, il adore. Ouais, il est calme, mais sur le terrain, il prend vite des. Hervé, j'ai envie de revenir. Excusez-moi, j'ai juste envie de revenir sur Amin Harit dont vous parliez tout à l'heure. Brillant depuis ses débuts à Schalke, élu meilleur jeune en Bundesliga la saison dernière. Ouais. Il a fait la Coupe du Monde avec vous et là c'est une saison un peu plus compliquée pour lui, comme le disait Franck, ponctuée notamment de blessures. Comment est-ce qu'on gère un Amin Harit? Vous dites qu'il a besoin d'être encadré. Ça se traduit par quoi? Vous lui parlez beaucoup? Déjà, il est à l'image de son équipe. Parce que Schalke 04, contrairement à la saison dernière, c'est beaucoup plus difficile. Ils sont un peu à l'envers. Ils jouent le maintien cette année. Ouais. Pour un club de cette envergure, c'est pas facile. Après, Amin a eu quelques blessures dans la saison. Moi, c'est un garçon que j'aime bien. Parce que c'est quelqu'un qui est à l'écoute. On a plutôt la tendance à le voir comme quelqu'un qui en ferait qu'à sa tête, qui écoute pas, mais c'est pas vrai. Donc, quand je veux dire être encadré, c'est lui parler et il a aussi besoin de leader dans une équipe. Mehdi Benatia le fait très bien avec lui, de lui parler, de lui dire les choses bien, les choses un peu moins bien. Et les jeunes, hein, je pense qu'il a 21 ans, donc. Mais j'espère et je suis persuadé qu'il va revenir à un très très bon niveau. Autre leader technique de cette équipe, c'est Hakim Ziyech, la pépite de l'Ajax dont vous parliez. Alors ça a été difficile pour lui au début, on va parler de son jeu après, mais d'abord en termes de caractère, la cohabitation, on a entendu beaucoup de choses. Hervé, au début, lorsque vous êtes arrivé, expliquez-nous un petit peu. Les choses sont simples et claires. J'arrive, je suis nommé sélectionneur, je commence l'entraînement le lundi, on joue le samedi. Et on joue au Cap-Vert sur un terrain synthétique qui est tout sauf un nouveau synthétique, c'est-à-dire les vieux synthétiques, avec beaucoup de vent. Donc un match typiquement africain comme on peut le rencontrer, et dont je connais les caractéristiques. Et je mets Hakim Ziyech dans les tribunes parce qu'il n'y avait que 18 joueurs. Donc on commence sur des bases un peu difficiles. Et puis on joue 3 jours après, le match retour au Maroc. Il rentre 25 minutes, mais certainement pas satisfait du stage dans son intégralité. Et là, je pense que je commets une erreur, c'est que je lui parle pas. Voilà, chacun part de son côté, le stage se finit, comme en sélection vous connaissez. On fait le match, on prend la douche et tout le monde part. Et là, la situation se crispe un petit peu, il revient, après la 3e fois il est un peu blessé, voilà, et puis jusqu'à ce que je ne le sélectionne plus. Mais je suis capable aujourd'hui de dire Hakim n'y est pour rien. Parce qu'il n'a jamais fait preuve de mauvais caractère, il n'a jamais mal réagi. Au contraire, il est resté dans un silence, bien sûr pas satisfait de sa situation sportive, mais il est resté impeccable. Mais moi, j'ai pas assez communiqué avec lui. Donc, est passé 1 an, c'est long. Et mon président m'a dit, il faudrait qu'on aille voir Hakim Ziyech, vous voyez la saison qu'il fait. J'ai dit oui, sur les qualités du joueur, il y a rien à dire. De toute façon, c'est un joueur très talentueux, c'est même ce qu'il nous faut. Donc on est parti à Amsterdam. Et là, au bout de 3 minutes, quand on a commencé la conversation, tout était réglé. C'est-à-dire que lui avait envie de revenir parce qu'il est très attaché à son équipe nationale. Moi, j'avais besoin de lui et j'ai reconnu mes erreurs. Parce que je pense qu'à un moment donné, on est entraîneur, peut-être qu'on est médiatique, mais les erreurs, il faut les avouer. Et cette erreur, j'en suis responsable à 99%.
Donc voilà mes débuts avec Hakim et puis aujourd'hui, Problème réglé, quoi. Problème réglé et même plus que réglé. Plus que réglé. Est-ce que je peux parler, Sarah, d'un joueur? Moi, j'aime beaucoup Dirar. Ouais. Et je sais même plus où il est. Fenerbahçe. Il est à Fenerbahçe. Parce que je trouve que sa période, une année, Monaco, hein, c'est Monégasque. Monaco, où je le trouvais avec d'énormes qualités. Est-ce que c'est aussi un leader de ton groupe ou moi? C'est un joueur important qui a eu quelques petits soucis physiques cette année parce que extra sportif, il jouait pas en début de saison à Fenerbahçe jusqu'à ce qu'il s'était cocu l'entraîneur hollandais qui était venu et bon, il était écarté et tout. Depuis qu'il y a un nouvel entraîneur, il joue beaucoup plus. Il est revenu, donc on va en avoir besoin, mais par contre c'est quelqu'un qui a une grande importance dans notre groupe parce que c'est un joueur avec des qualités athlétiques exceptionnelles et puis qui est capable de beaucoup de travail. Moi, je le fais jouer arrière droit, alors que c'est un milieu droit. Ça. Voilà, mais c'est l'arrière droit moderne, quoi. Non, mais t'as un beau groupe. Hein. Très offensif. L'expérience aussi, Nabil. Et puis devant, Boutaïb, qui est passé par Ajaccio, Strasbourg, Enesri qui joue à Leganés. Et qui est un jeune joueur qui a mis 8 buts dans le championnat espagnol, qui a encore des progrès à faire. Rachid Alioui de Nîmes, qui a une frappe de balle exceptionnelle, qui n'est pas toujours titulaire à Nîmes parce qu'il s'est fait les croisés l'année dernière en fin de saison et il lui a fallu du temps pour revenir. Et puis El Kaabi, c'est un joueur marocain qui jouait dans le championnat local, qui est parti en Chine et qui est aussi un joueur de bonne qualité. Alors on va revenir à Hakim Ziyech. Hervé, leader technique, je le disais, et c'est surtout un gros volume de jeu. Vous allez nous décrypter un petit peu son jeu, coach, avec notre magnifique palette. Merci beaucoup. Notamment ce qui fait l'une de ses particularités à Ziyech, c'est-à-dire ses courses à haute intensité. Comment est-ce que vous analyseriez, vous, son jeu? Avant de lancer la vidéo, Hakim, c'est quelqu'un qui a beaucoup de quantité de courses, qui est capable de faire des courses offensives et défensives, même si quand il est dans une phase défensive, c'est pas ses qualités premières. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui a un pied gauche magnifique et qui est capable de voir des choses que peu de joueurs sont capables de voir dans une fraction de seconde, et c'est ce qui fait souvent la différence avec lui. Comme là, vous voyez, il se retourne et il recherchera. Au lieu de chercher une solution à gauche ou à droite, il va chercher la verticalité pour souvent pouvoir se mettre en position de frappe. Parce qu'il a tellement une belle frappe. Le dernier match contre la Juventus de Turin, le match aller, je pense qu'il a frappé 6 ou 7 fois au but dans un quart de finale de la Champions League. Ensuite, là, il reçoit le ballon dos au but, capable de se tourner rapidement, et puis sur l'appel de Tadic, de mettre un ballon millimétré. Et ça, c'est sa qualité première, se remettre face au jeu très rapidement. Donc il y a certains joueurs qui sont capables de voir ces choses-là, puis il y en a d'autres... C'est vrai que même par rapport à son positionnement... Si ça avait été moi, j'aurais donné un ballon latéral de 5 mètres. Mais bon, ou alors tu t'ouvres le genou. Je suis pas une référence, quoi. Il frappe beaucoup, mais marque peu aussi, finalement. Il a quand même, il a pas mal marqué. Là, il tente quelque chose à 35 mètres du but, peut-être sur ce quoi Franck parlait tout à l'heure, un peu d'individualisme par moment, mais les joueurs qui ont de la qualité, il en faut. Quelquefois, ils en font un peu trop, ouais. Voilà, là, il intercepte une passe, et puis de suite, vous voyez, un ballon millimétré pour un attaquant, toujours dans la verticalité, et c'est là son plus gros point fort. Là, c'est une facette sur laquelle on parlait tout à l'heure. C'est pas là où il est le plus performant. Il se fait éliminer par Karim Benzema très rapidement. Si on doit lui trouver un défaut... voilà, c'était ça. Et puis là, par contre, il commet une faute, mais il faut remettre les choses dans leur contexte.
Donc il y a un peu de maladresse, mais il y a aussi que l'Ajax d'Amsterdam mène dans les arrêts de jeu ou pas très loin des arrêts de jeu contre le Real de Madrid à Madrid, et que la faute, comme on dit, c'est une faute tactique ou une faute. C'est quelqu'un tu dis, il est assez frêle. C'est pas quelqu'un qui. Ah mais c'est quelqu'un qui musculairement, il va impressionner personne. Si on le voit, on va se dire. Il a un coffre, il a un gros coffre. Oui, il a un gros coffre capable de répéter beaucoup de courses et puis c'est surtout un joueur magnifique avec son pied gauche. C'est une main. Un toucher de balle. Ouais. Sur les coups de pied arrêtés. Vous regardez quand il tire les coups de pied arrêtés avec l'Ajax. Alors, parce qu'aujourd'hui on parle de l'Ajax et du jeu de l'Ajax, mais il faut se rappeler qu'il y a 2 ans, l'Ajax a fait une finale d'Europa League contre Manchester United. Et Hakim jouait dans les 3 milieux, dans une position un petit peu plus haute. Aujourd'hui, il évolue sur le côté gauche, dans les 3 joueurs les plus offensifs, parce qu'il aime bien partir du côté droit, sur le côté droit, pour rentrer sur son bon pied et se mettre en position de frappe. Vous pouvez éventuellement envisager de le faire jouer devant, dans l'axe? Peut-être que c'est la solution pour être plus efficace. J'aurais peut-être dû choisir cette solution contre l'Iran. Quand je vois l'effectif de ta sélection, je pense que c'est surtout au poste attaquant de pointe qui a un problème, non? Ça pêche un petit peu. C'est pas un problème. C'est aujourd'hui, on n'a pas trouvé celui qui s'impose vraiment en sélection. Voilà, c'est des joueurs. C'est pas la seule sélection à qui ça arrive. Nous, on l'a connu. Ouais. Il n'y avait pas vraiment de mais l'important, c'est de gagner au bout. Voilà. Tandis que nous, on a, par exemple, à la Coupe du Monde, on n'a pas réussi à être efficace. Si on a un attaquant comme Giroud à la Coupe du Monde qui travaille beaucoup pour les autres et que les autres s'expriment de meilleure façon, c'est le collectif le plus important. Donc voilà, mais nous, on manque de réalisme, on va dire. Il y a un autre Marocain à l'Ajax, c'est Noussaïr Mazraoui, coach. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui? Mazraoui, 20 ans. L'année dernière, il a participé aux 5-6 derniers matchs en championnat avec l'Ajax d'Amsterdam. Je l'ai sélectionné ou présélectionné dans les 26 pour la Coupe du Monde. Et puis là, tout le monde pensait que c'était une erreur. Et aujourd'hui, il prouve à tout le monde que... Belle finesse technique aussi, là. Voilà, c'est un jeune joueur formé à l'Ajax, avec beaucoup de qualité et qui est promis, je pense, à un avenir superbe. Si les Néerlandais commencent à nous piquer les bons Marocains, en France, je ne sais pas comment on va faire. On va faire pour gagner des Coupes du Monde. On parlait de philosophie de jeu, coach. On aimerait bien comprendre un petit peu la vôtre. Est-ce que si je vous dis adaptabilité, est-ce que c'est le maître mot? Parce que vous nous avez parlé de pressing haut, de récupération rapide, et temps de réaction très court dans les transitions, mais est-ce que le principal mot d'ordre pour vous, dans les différentes équipes que vous avez managées, en club comme en sélection, c'est surtout ce pragmatisme et cette adaptabilité par rapport aux équipes que vous avez en face de vous? Il faut toujours s'adapter. En sélection, il faut, même si ces derniers temps j'ai été plus sélectionneur qu'entraîneur, il faut donner une ligne de jeu, une ligne de conduite. On peut pas arriver en disant aux joueurs c'est vous qui allez décider de ce qu'on va faire. Donc on travaille, comme vous l'avez dit et je l'avais dit tout à l'heure, un pressing très haut et dans la transition, quand l'adversaire récupère le ballon, la volonté de le récupérer le plus haut possible. C'est un travail collectif, donc il faut un pressing organisé. Voilà, c'est ce que j'aime. Quand on regarde l'Ajax d'Amsterdam, qui n'a pas les meilleurs joueurs en Europe aujourd'hui, c'est un football exceptionnel. Ça fonctionne, ouais. Et pour vous, c'est le système ou les joueurs qui doivent être la priorité, coach? Le plus important, de toute façon, c'est la qualité des joueurs. Si vous avez n'importe quel système, si vous n'avez pas de joueurs de qualité, vous ne gagnerez jamais un match. Je me souviens qu'à Lille, on avait travaillé différents systèmes. Parfois, on pouvait jouer à 3 derrière, parfois on jouait à 4. Et moi, j'ai été champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire à 3 derrière. Et puis, j'ai été champion d'Afrique avec la Zambie en jouant à 4 derrière. Après, j'avais Kolo Touré qui était... en fin de carrière, et j'ai pensé, j'ai mis Eric Bailly d'un côté de Manchester United et Wilfried Cannon à sa gauche, et ils allaient un peu plus vite que Kolo, et voilà,
le système allait bien, comme un petit peu, si on veut comparer, à un système de Montpellier aujourd'hui, avec Hilton dans l'axe, où il continue à aligner les performances de haut niveau, quoi. Pour bien attaquer, il faut d'abord bien défendre, coach. Oui, bien sûr qu'il faut toujours bien défendre. Mais bien attaquer, c'est surtout faire les bons gestes au bon moment et être efficace. Alors il y a aussi un autre aspect de votre coaching, Hervé, c'est cette relation humaine que vous développez avec vos joueurs. Vous nous en parliez un petit peu en début d'émission, vous avez ce rapport un peu affectif avec les joueurs avec lesquels vous travaillez. On l'a vu récemment, notamment avec Khalid Boutaïb. Et on a un joueur, nous, qui est passé nous voir dans le vestiaire et qui nous a dit qu'effectivement, c'était l'une de vos plus grandes qualités. Je vous propose de le regarder, de l'écouter. C'est le compagnon de vestiaire. Coach, voilà, je voulais vous passer un petit message, même si voilà, on discute beaucoup ensemble. Et après, on va encore dire que je suis le fils du coach. Mais voilà, tout ça pour vous dire que moi, les années que je passe avec vous, les moments où on passe ensemble, c'est des moments où je prends plaisir. Que ce soit humainement, que ce soit dans le football, que ce soit plein de choses. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir vous côtoyer et pour moi, je le dis et je me répète, c'est une chance de pouvoir connaître des entraîneurs comme ça et qui sur le plan humain sont fantastiques. Voilà, c'est peut-être des mots aujourd'hui, peut-être que ça va choquer certaines personnes, mais voilà, c'est un coach pour qui j'ai vraiment de l'affection, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Et je voulais vous passer un grand message et j'espère que voilà, qu'on va faire encore de bonnes choses avec la sélection. On a cette CAN mais en tout cas, voilà, je voulais vous dire que je suis vraiment super heureux de bosser avec vous et de pouvoir avoir cette chance de bosser avec vous. Bon courage, coach. Oh, il est trop fort. Ce qu'il sait pas, c'est qu'il est pas dans le groupe. Faisal. Non, mais il est trop fort, c'est ça. Non, mais on va le peut-être qu'il y en a qui vont le chambrer. Oh, le fils. Mais il nous l'a dit, hein. Mais il a dit que c'est le fils de tous les entraîneurs. mais il est pas tout le temps titulaire avec nous. De Mercadal. Donc c'est bien. Non, mais c'est un gamin qui est très bien. Mais c'est Ouais, quelqu'un très d'attachant bien. parce que déjà il donne tout. Ouais. C'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités footballistiques aussi, qui mérite, je pense, de jouer dans un club autre que de jouer le maintien. Et j'espère que ça lui arrivera très prochainement. Il est venu du championnat espagnol où je pense qu'il prenait un plaisir réel à jouer un football total au sol, tout ça. En championnat de France, c'est peut-être un peu plus difficile et différent. Mais c'est vraiment quelqu'un de bien, mais il y en a plein d'autres aussi. Vous avez un exemple, coach, de relation comme ça avec un joueur avec lequel vous avez été particulièrement proche durant votre carrière? Mais il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Dans toute ma carrière, partout où je serais passé, où je suis passé, on retient des gens des joueurs, mais des personnes qui sont humainement plus attachantes. Mais après, c'est aussi les affinités. Comme les personnes peuvent avoir des affinités différentes. Puis après, on disait ça avec Rio tout à l'heure, c'est le temps aussi qui permet de connaître les uns et les autres un petit peu mieux. Moi, peut-être que j'ai pas connu Rio Mavuba assez longtemps. Non, c'est un mec bien. Par contre, il n'a pas l'air comme ça. la seule chose que Rio sait de moi, et je pense pas qu'il puisse le contraire, c'est que si j'ai quelque chose à lui dire, je vais pas aller le dire à une tierce personne. Je vais le prendre à part, comme je l'ai fait avec Yaya Touré, Mehdi Benatia. Excusez-moi de vous couper, j'ai pensé à la relation que vous avez pu avoir avec Didier Drogba. Vous avez écarté, je crois, sur ça, il me semble. Non, moi je n'ai pas écarté. Didier Drogba, il a arrêté sa carrière juste avant que j'arrive. Ah d'accord. Et j'ai essayé de le récupérer et il n'a pas voulu revenir sur sa décision. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yaya Touré? Vous avez dû mettre les choses au clair, hein? Non, Yaya, il était blessé au début de la CAN 2015 et il pensait peut-être qu'il pouvait gérer ça et que ça pouvait suffire. Moi, je lui ai dit, c'est soit tu peux jouer, soit tu peux pas jouer. Mais je lui ai dit en aparté, parce qu'on ne peut pas reprendre un joueur de cette envergure devant tout le monde. Comme si on ne met pas un joueur de cette envergure dans le 11 de départ, je pense, mais ça c'est ma façon de faire, qu'il faut le lui expliquer. Parce qu'on ne peut pas se permettre de faire ça avec un joueur d'envergure
de la même façon qu'on le fait avec un jeune qui vient d'arriver et qui a peut-être pas besoin, à qui on va peut-être pas donner d'explications. Je pense que, et en plus en sélection, c'est important de s'expliquer parce qu'on est ensemble sur des stages de 10 jours ou alors dans une phase finale de préparation 3 semaines et après c'est la compétition qui est partie. Donc je pense qu'en sélection, on doit communiquer comme dans un club, mais on doit énormément communiquer. Et moi, j'ai besoin de ça. Après, vous avez eu des coachs respectifs qui parlaient peut-être pas beaucoup et qui étaient bons quand même, mais c'est chacun sa personnalité, quoi. Ouais. Hervé, il y a quelqu'un qui a beaucoup compté aussi pour vous. Vous nous en parliez tout à l'heure. Il est avec nous. C'est votre mentor en quelque sorte. Il est au téléphone avec nous. C'est Claude Leroy. Bonsoir Claude. Est-ce que vous nous entendez? Comment ça va? La vie est dure. Je vois les palmiers, tout ça. La vie est assez dure en ce moment. D'habitude, il répond. Et parce que je peux vous donner les phrases exactement, il répond hein, on survit. Au soleil, sous le palmier. Ne bouge pas trop sur l'image là, Claude. Garde le téléphone bien fixe. Je sais que le téléphone, il est venu tard dans ta vie, mais... C'est ce que je disais à la jeune femme qui m'a appelé, c'est que j'étais du 19e siècle, moi. Voilà. Ouais, elle aussi, hein. Elle n'est pas si jeune que ça. Mais en tout cas, pour en parler encore une fois, toute ma carrière aujourd'hui, je la dois à Claude parce que c'est lui qui m'a déjà beaucoup appris. C'est lui qui m'a trouvé l'équipe nationale de Zambie sous recommandation de sa part. Et voilà, je lui serai jamais reconnaissant. Et en plus, humainement, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Voilà. Et toi, C'est dit. Claude, qu'est-ce que tu peux dire sur Hervé? C'est l'anecdote de notre première rencontre. Il est venu chez moi à Avignon et en partant, il m'avait fait une super impression. Et je lui ai dit à bientôt, mais pour moi, à bientôt, ça a un sens, quoi. Les mots ont un sens. Et lui, il est redescendu, il a dit à sa femme. Bon, il m'a dit à bientôt, ça veut dire à jamais, quoi. C'est vrai, en plus. Légèrement pessimiste. Non, je m'enflamme pas. Oui, c'est ça. Et le lendemain, je l'appelais en lui disant, bon, prépare tes valises pour partir à Shanghai. Et ça a été le début d'une aventure humaine. Shanghai, Cambridge, le Ghana. Formidable. Les Globetrotters. Ouais, c'est notre vie. C'est comme ça. Merci, Claude. Merci, Claude. Merci beaucoup Claude. Merci à vous tous, à tous les trois. Merci. Un homme qui a Magnifique. beaucoup compté dans votre parcours, Hervé. J'en parlais de ce parcours au début, justement. Des débuts que j'ai qualifié un petit peu de compliqués. Si je vous dis Hervé Net, qu'est-ce que vous me répondez? Oui, mais c'est pas compliqué. C'est le parcours d'un joueur amateur qui a un salaire de joueur amateur, sans se plaindre, mais... et qui pense à un moment donné à devenir entraîneur, mais entre le laps de temps d'obtenir les diplômes et puis de réellement devenir entraîneur, il faut faire quelque chose qui puisse subvenir aux besoins de la famille d'une façon un peu plus importante, on va dire confortable. Alors c'était quoi Hervé Net? Et donc je monte Qui une nous regarde. entreprise de nettoyage sur la Côte d'Azur avec l'aide et sous les recommandations d'un ami qui s'appelle Pierre Romero, qui est la même personne qui a parlé de moi à Claude Leroy. Donc sans lui, il y a beaucoup de choses qui se seraient peut-être pas passées, mais c'est le destin, c'est comme ça devait être écrit comme ça. Et donc je monte une entreprise de nettoyage, mais c'est comme monsieur et madame tout le monde, on va le dire, sauf pour vous, parce que vous avez toujours été footballeur dans Non, votre vie. Non. Moi, non. Ah oui? J'ai galéré comme toi. Ah ouais. Mais c'est même pas de la galère, Non, on le vit comme ça. on vit ce que beaucoup de gens et des milliers de personnes, des millions vivent, c'est-à-dire la vie normale, quelque part. Le football, c'est un monde de privilégiés. Ouais. Et moi, ces choses-là, déjà, je me levais à 3 heures du matin tous les jours, sauf le dimanche, pendant 8 ans. Je devais faire ma journée jusqu'à midi, 13 heures, je travaillais pour moi, et puis le soir, à 17 heures, je partais entraîner l'équipe de CFA de Draguignan. Mais quand je suis arrivé dans le monde professionnel, un match, pour moi, c'était du plaisir, c'est du bonheur, quoi. Parce que quand j'ai sorti des containers, j'ai nettoyé des vitres, j'ai travaillé sur la croisette, mais je faisais pas le beau sur la croisette, je faisais les vitres. Donc tout est nickel chez toi?
Tout est nickel chez toi. Moi, je suis très... Attention, hein, je suis... Ça vous a Même un suffi. peu trop. Si t'étais chauve, tu serais monsieur propre, quoi. Ouais. Mais c'est pour ça que, bon, je vais pas me défendre sur mon image, mais quand on regarde le gars bronzé, tout ça, moi, oui, c'est une image, mais je suis pas comme ça. Au fond de moi, je suis pas comme ça, mais je vais pas lutter pendant des années. Ça sert à rien de se battre. Non, mais Sur parfois c'est un petit peu. Ouais, c'est un peu Mais chaud. c'est la vie, c'est comme ça. Comme ça. C'est comme si on dit Emmanuel Petit Les avec proches ses le cheveux savent. longs. Là. Ouais, bah ça c'est un peu vrai. t'inquiète, Ça c'est on un le peu dit tous vrai. les jours. Voilà. Donc, Ça c'est un peu vrai. voilà. Après, c'est des clichés qui reviennent sans arrêt. Nous, on dit souvent que je suis un rebelle aussi. C'est fatigant. Et Hervé, Il y a peut-être un peu de vrai. Quand même. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Non. Puisque les proches savent tout ça, ils savent qui tu es, tout ça. Tu es parti, tu vis au Sénégal en ce moment. Ouais, je vis entre le Maroc et le Sénégal. Hein. Ta maman qui te connaît vraiment, c'est certainement la personne qui te connaît le mieux. Elle voit ça comment, elle perçoit ça comment, elle te voit souvent ou pas? Bah, elle me voit pas très souvent. Après, aujourd'hui, si je suis ce que je suis et si j'ai cette éducation, ma mère de parents polonais, donc une éducation très stricte, ben, elle m'a donné toutes les clés qu'il fallait pour affronter ce monde avec des valeurs humaines. Voilà. Moi, c'est ce que je retiens et les enfants, on leur dit il faut faire ci, il faut faire ça, ils comprennent pas. Elle a été dure avec moi, mais dans le bon sens et elle m'a donné. Et je ne lui dis pas assez souvent parce que entre nous. C'est quoi que tu aimerais lui dire? Ben, je l'ai dit une fois dans une émission, j'ai pleuré, c'était à Lille, mais c'est parce que ça m'a touché, c'est parce que ma mère, elle m'a donné tout ce qu'il fallait pour les clés pour bien démarrer la vie. Et elle m'a dit, il faut rester humble, il faut travailler et tout ça. Et donc. T'as des frères et sœurs? Non, je suis fils unique. Donc ma mère, c'est ma mère, mais elle me reproche, je communique pas assez avec elle. C'est comme avec Hakim Ziyech. Donc. Ah oui. Non, c'est un problème alors, parce que Attends, t'aimes beaucoup les relations humaines, mais t'as un petit problème de communication des fois avec certains? Non, mais avec ma mère, oui. Ouais. Mais parce que ma mère est une personne assez froide. Et peut-être que dès le plus jeune âge, ça s'est passé comme ça. Si elle était là, tu lui dirais quoi? Bah, je lui dirais que je l'aime parce qu'elle l'entend pas assez. Eh ben, on va lui demander alors. Voilà. Eh ben, Bah, je pense que vous allez avoir l'occasion de lui dire ce que vous avez envie de lui dire. Mais là, parce qu'elle c'est est là. comment je voulais pleurer. on est là. Bonjour madame. Bonjour madame. Grand. Vous voyez, c'est pas moi qui. Trop mignon. De quoi? Bonsoir Daniel. Asseyez-vous, madame. Merci. Voilà. Merci d'être Ah, avec bon. nous. Alors, je peux vous dire qu'elle n'a pas hésité une seule seconde, Hervé. Ah bah, c'est un À merveilleux cadeau. Et puis, je pense que c'est celle qui peut vous expliquer comment j'aime le football. Parce que. Votre prénom c'est comment madame? Daniel. Daniel, enchanté. On C'est la première fois que vous êtes dans une émission de Sur un télévision plateau tous les télé. deux? Ah oui. bah, ça lui est Ouais. jamais arrivé. Non. Alors il disait qu'il aimait vous dire qu'il vous aime, mais est-ce que il vous manque trop? Est-ce qu'il est trop Ah parti? oui. Oui. Vous allez le voir un petit peu? Ah ben oui. Mais je suis parti à 15 ans au centre de formation Ah de oui. Cannes. À Cannes, oui. Et ça a été la première fracture, on va dire. Et originaire d'où? Aix-les-Bains. Alors, il faut juste préciser que Daniel, vous avez élevé Hervé seul en cumulant 2 emplois, et c'est pour ça qu'on disait aussi que J'entends pas bien. vous aviez joué un rôle prédominant dans son parcours. Elle s'est sacrifiée. Ah oui, j'étais très dure, c'est vrai, comme il a dit. donc, Hervé, c'est pas seulement le beau gosse avec des beaux cheveux bien bronzés. Ah non. C'est quoi Hervé? C'est qui Hervé? Ah non, non, mais Hervé était pas dur, hein. J'ai pas eu de mal avec lui pour dire le seul... C'est pas un problème. La seule chose, Hervé, je l'emmenais au foot, j'allais le rechercher. C'est pas un problème, hein. Non, il a jamais été... Non, il était à la maison, il jouait dans sa chambre, tout ça. J'ai C'était pas pas eu... un enfant difficile. Non, en non, fait. j'ai Mais pas parce eu- que j'étais bien éduqué. J'ai J'étais pas comme eu ça. de problème avec Hervé. Hein. Ça, tu sembles très très ému, hein, ce qui est normal, mais ça fait combien de temps que t'as pas vu maman? Bon, ça doit faire un mois. Ah. C'est pas tellement, ça fait pas tellement longtemps parce que aujourd'hui j'ai la chance de la faire venir tous les hivers au Sénégal. Bien.
Elle vous restez là-bas. Elle fait comme tous ces nombreux Français qui vont se réfugier l'hiver à Sali. Donc voilà, mais c'est ça, dès que j'ai pu le faire, j'ai acheté une maison pour qu'elle puisse rester là-bas. Et ça lui a changé. Je rentre là il y a 3 semaines. Les hivers rudes en Savoie, elle a oublié. Alors on a entendu... ça y est. On a entendu ce qu'Hervé avait envie de vous dire, Daniel notamment, qui vous aimait, parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous deux, beaucoup de complicité aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Que Hervé, qu'il sait bien, je l'aime beaucoup, mais la seule chose qui est dure entre nous deux, c'est qu'on a du mal à se parler. C'est les origines. Ce sont les origines qui font ça? L'éducation, les origines? Ouais, peut-être qu'elle n'est pas... Beaucoup de mal. C'est quoi, c'est à cause de la pudeur? Ouais, je pense, oui. Il y a de la pudeur, ouais. Beaucoup, ouais. Chez elle et chez moi aussi. Et... C'est dommage. On se dit peut-être pas assez de choses. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Là, on est qu'entre nous, là. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Je dis pas de bêtises, il y a du monde qui regarde. Non, on est qu'entre nous. Mais non, on est qu'entre nous. Bon, maintenant, je lui ai déjà dit ce que j'avais à dire, alors j'ai pas... Mais non, qu'il continue comme ça, et puis je lui souhaite de bonne chance. Hein. Est-ce que il touche trop d'argent? Comment? Il touche trop d'argent. Ah, mais ça, c'est son... Je sais pas ce qu'il touche. Hein. Ah, il vous dit pas en plus? Oh là là, mon pauvre. Non, je peux pas lui dire. Mais ça, c'est par pudeur. Parce que quand on a... J'ai eu la même chose avec mes parents. Quand on a eu la vie que ma maman a eue en cumulant 2 travails, si on fait le total des 2 travails, je me dis, des fois j'ai une réflexion, mais même sur les gens qui travaillent aujourd'hui, c'est indécent. Moi, parfois, je me sens... Tu le vis mal. Je me sens mal à l'aise d'en parler. C'est indécent? C'est indécent pour toi? C'est pas pour moi, c'est pour pas les mettre Et puis, parfois, il y a des réactions de jalousie, il y a des réactions... Alors, même s'ils le savent, mais c'est un sujet sensible. En France, c'est un sujet sensible. Il y a des pays où c'est plus ouvert. En Afrique, tu peux en parler plus librement. Les pays anglo-saxons aussi. Les États-Unis. Les États-Unis. Moi, j'ai assez de réflexion. Hein. Voilà, mais elle a même des réflexions aujourd'hui, alors qu'elle y est pour rien. Ah oui. Puisque si je peux lui en faire un peu bénéficier, tant mieux. On est là pour ça. Bien sûr. Parce que quand on sera parti, c'est pas là qu'on va pas partir avec. Donc, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Donc, mais il n'y a rien de mal à ça. C'est le destin qui a choisi que je sois un des privilégiés du football, on va dire. Daniel, vous faites la fin de l'émission avec nous? Vous restez avec nous? Oui. On va... Bien, tranquille, tu vois, c'est pas dur la télé. Non. Parfois, on se fait quand on entend bien, ça va. Vous vous en sortez très très bien. On va faire un petit quiz, messieurs, pour terminer justement sur le continent africain, parce qu'un rapport particulier vous unit à l'Afrique. Hervé, c'est le quiz. Il est à Sochaux ou réalité? Non, Lille. À Lille, à Lille. Je vais vous poser quelques questions. Hervé, vous allez me répondre par mythe ou réalité en nous expliquant pourquoi. Première question. La fraude sur l'âge des joueurs, Hervé, mythe ou réalité? Il y a quelques réalités. Quelques. On peut pas généraliser comme dans toute situation, mais il y a quelques réalités. C'est encore sorti aujourd'hui dans la presse d'ailleurs. Et c'est un fléau important auquel il faut remédier pour le football africain. Parce que quand des équipes sont sacrées championnes d'Afrique, championnes du monde, en moins de 17, moins de 20, et qu'après on retrouve très très peu de joueurs au niveau de senior, c'est que quelque part il y a un souci. Donc ça fera peut-être pas plaisir à beaucoup de monde que je dise ça, mais c'est dans l'intérêt du football africain. Donc je demande à la Confédération africaine de football de vraiment combattre ce problème. Les pratiques occultes, tout ce qui est sorcellerie, magie noire, mythe ou réalité? Les marabouts, tout ça. Quand on n'a pas ses convictions, il faut savoir ne pas faire de commentaires et de rester en dehors. Ouais.
Nous, on se souvient du tweet de Pierre-Emerick Aubameyang et de Denis Bouanga, alors que le Gabon avait affronté le Maroc en octobre 2017 pour les qualifications pour le mondial en Russie. Il y avait une histoire de jus d'orange à cette époque-là. Vous l'aviez vu, vous en aviez entendu parler Oui, j'en ai entendu parler. Par contre, les 2-3 jours précédents le match, ils n'ont peut-être pas bu que du jus d'orange. Ouais. Mais en fait, c'est amusant parce que le père de Pierre-Emerick, donc Pierre Aubameyang, avec qui j'ai joué à Laval, a souffert de ça. Enfin, il a toujours dit. Et il s'en est sorti grâce à de la magie aussi. Je plaisantais tout à l'heure sur l'importance de la chemise blanche cintrée. Alors c'est bien sûr pas du tout de la magie, non, mais c'est de la superstition pour vous, Hervé. Ça remonte à la sélection zambienne. 2010, match contre le Cameroun de Samuel Eto'o. On perd 3-2 en faisant un superbe match, mais on perd 3-2. On se qualifie d'ailleurs dans un groupe Tunisie, Gabon, Cameroun, Zambie. On finit premier du groupe, comme quoi les groupes difficiles, parfois, on peut bien s'en sortir. Et j'avais une chemise bleu ciel et depuis ce jour j'ai jeté la chemise bleu ciel pour les matchs et le match d'après je mets une chemise blanche contre le Gabon de Alain Giresse et puis on gagne et puis après vous n'avez plus ça veut jamais pas dire que j'ai tout gagné mais j'ai réussi à rester 3 coupes d'Afrique d'affilée sans perdre un match donc voilà après c'est marrant ce que tu viens de dire parce que précédemment tu étais en train de dire que les marabouts il fallait justement, quand on n'y croyait pas, de ces croyances-là, se tenir à l'écart, mais pourtant, tu es superstitieux. Oui, mais j'ai toujours été superstitieux, comme quand j'étais plus jeune, je mets le même slip. Même dans ta préparation de match, ouais, dans l'approche. Toujours un petit peu, ouais, toujours. Tu suis toujours la même chronologie, les mêmes... J'essaye, ça varie un petit peu, mais je fais un peu attention à ça, ouais. Et puis au final, on se dit parfois, bah tu vois, là, ça n'a pas marché, donc, mais c'est comme ça. Parce que moi aussi, j'avais le même rituel pour les matchs, toujours, c'était immuable, ça ne changeait jamais. Mais quelque part, tu recherchais un confort là-dedans. C'est-à-dire essayer de contrôler en fait ce qui n'est pas contrôlable en permanence, l'environnement. Voilà, moi, ce que j'essaye de faire quand je mets une chemise blanche, c'est de ne pas transpirer. Ouais, c'est un confort. Hervé, faire gaffe. Prochaine question, la corruption des arbitres sur le continent, est-ce un mythe ou une réalité? Est-ce que vous avez déjà eu, vous, des suspicions, à titre personnel? On ne peut pas associer un mauvais arbitrage à de la suspicion, je veux dire... Comme si c'était propre au continent africain. Voilà, il n'y a pas que sur le Ça me fait un peu rigoler ce que tu viens de dire, Sarah. Voilà, la réponse idéale, c'est qu'il n'y a pas que sur le continent africain. Bah oui. Il peut y avoir des choses un peu bizarres qu'on évoque comme ça. Maintenant, moi, je suis pas du côté de ceux qui peuvent éventuellement essayer de tenter des choses. Moi, je suis entraîneur, je fais mon équipe, je joue et puis je gagne ou je perds. Le certain manque d'organisation de certaines fédés du continent africain, vous en parliez tout à l'heure en début d'émission, mythe ou réalité? Non, ça arrive, oui. Bien sûr qu'il y a un gros progrès à faire de ce côté-là, mais les 2 dernières sélections... que j'ai faite, Côte d'Ivoire et Maroc, l'organisation est très professionnelle et au Maroc, elle est fantastique. Et dernière question, la ferveur absolument incomparable des supporters sur le continent. Réalité? Bah, c'est une réalité. Bah, oui. Déjà, on peut associer les supporters de 2 équipes dans une même tribune et même se mélanger. Chose qui est difficile. Il n'y a pas de problème? Non, ils dansent ensemble et voilà, c'est quelque chose de magnifique. Le football devrait toujours être comme ça, mais malheureusement... Moi, j'adore les préparations des équipes africaines. Je me rappellerai toujours l'Afrique du Sud sortant de leur vestiaire au stade Vélodrome pour le match d'ouverture de la Coupe. Ah, j'adore. Mais c'est des chants religieux. Hein. Oui, mais j'adore ça. C'est une façon de se déconnecter aussi, d'avoir une cohésion, une unité aussi en termes de groupe, mais d'enlever un petit peu de l'importance à l'événement. Oui, c'est vrai. Ouais. Et il y a une chose très très importante que j'ai connue au Ghana, que j'ai connue en Zambie, mais en Côte d'Ivoire plus parce qu'il y avait des musulmans et des catholiques et on faisait, avant chaque entraînement, on se mettait en cercle, on se tenait la main, une prière pour les musulmans, une prière pour les catholiques, mais ensemble. Et à la fin de l'entraînement, pareil, et avant les matchs aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui... D'ailleurs, à ce propos... La tolérance. Le ramadan, il a lieu quand Il débute le 5 mai. Ah oui. Avant la Coupe d'Afrique des Nations. Daniel, je vous laisse le dernier mot de l'émission. Il est pour vous.
Eh ben, merci de m'avoir invité. Ça me fait l'occasion, déjà, ça me fait l'occasion de voir Hervé. Hein? Merci à vous. Et voilà. On se ressemble un peu, non? Ouais. Les yeux, Un les petit yeux. air. Hein? Vous On avez se des... ressemble un peu. Hein? La C'est la franchise. Pologne. aussi. C'est la Pologne. C'est la Pologne. Merci à tous les deux d'être Eh venus ben, nous voir. merci à vous. Merci. Bon Merci à courage vous. pour C'est cette canne, Hervé, Oui. qui Oui. arrive à Merci. grands pas pour le Maroc. Nous met sur rendez-vous même lieu, même heure, lundi prochain, 22h45, dans le vestiaire. Très belle semaine à tous. Merci.